Chanel 5 Allure Sport pour hommes, ou bien ce parfum, Hugo Boss. À qui est-ce que je vais vendre ce parfum? C'est un cours qui s'adresse aux débutants, qui va poser les fondations de l'entrepreneuriat numérique. Alors pour les personnes qui connaissent déjà un peu l'entrepreneuriat, vous allez voir que les 3/4 des notions sont similaires à l'entrepreneuriat classique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit jeu et je vais vous demander dans le live de me dire tous les mots-clés que vous connaissez ou que vous avez déjà entendus mais que vous ne connaissez pas par rapport à l'entrepreneuriat. Alors juste encore un petit élément, dans la formation Infopreneur Libre, on a des cours pratiques dans lesquels on vous propose des plans d'action avec des tâches concrètes à réaliser, à mettre en application sur vos business en ligne. Et puis on a des cours théoriques dans lesquels on pose les fondations. Aujourd'hui, on va commencer par faire un petit jeu. Donc dans le chat, vous allez me dire tous les termes que vous avez déjà entendus en lien avec l'infoprenariat, que vous connaissiez ou connaissiez pas la signification. Business model, franchise, SEO, affiliation, marketplace, market tout court d'ailleurs, je vais mettre les deux, software, logiciel en français, le cloud évidemment, MVP, produit minimum viable, minimal viable product, produit minimum viable en français, service. Alors service, ça peut être au sens commercial ou au sens logiciel. En effet, qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Marketing, ouais, bon, marketing c'est une branche de l'économie, c'est pas nécessairement lié à l'entrepreneuriat, mais oui, pourquoi pas. C'est tout? Tous les mots qui vous viennent à l'esprit en ce moment? D'autres choses? Ok, bon ben, vous avez pensé à des concepts intéressants sur lesquels on va revenir, bien évidemment. Et vous avez aussi oublié de mentionner plein de concepts qu'on va découvrir. Donc ça vaut vraiment la peine de suivre cette vidéo, notamment si vous ne savez pas par exemple ce que c'est que le Total Available Market, que c'est que Marketing Mix, la proposition de valeur, les structures de coûts, proposition de valeur, structure de coûts, Marketing Mix, Total Available Market. Ok, ben c'est déjà pas mal. On va revenir sur tous ces concepts, vous vous en doutez bien. Et on va en étudier encore plein d'autres, donc ça vaut vraiment la peine que vous soyez là aujourd'hui. Alors, juste encore un élément, il y a plusieurs livres qu'on pourrait vous recommander par rapport à l'entrepreneuriat, mais il y a des classiques qu'il faut avoir lus. Un des classiques, c'est le livre de Steve Blank, Customer Debt. Eric Ries, ça c'est vraiment un classique, Lean Startup. S'il y en a vraiment qu'un à lire, c'est celui-ci. De toute façon, on va parler du Lean Startup dans ses cours. Michael Gerber de E-Myth, un autre livre vraiment important à lire, enfin même plusieurs livres, c'est tous les livres de Seth Godin. Alors lui c'est plus marketing, mais ça s'applique vraiment aux startups et particulièrement aux startups et à l'entrepreneuriat dans le monde du numérique. Par exemple La Vache Pourpre, Ryan Holiday aussi je vous conseille, All Marketer are Liar, je sais pas comment ça s'écrit, il faudra que je vérifie sur internet, tous les marketeurs sont des menteurs. Je vous conseille également de lire Personal MBA de Josh Kaufman. Avec ça, vous avez déjà un bon petit paquet et si je pense à d'autres livres, je les ajouterai dans la suite. Dans l'entrepreneuriat numérique, encore plus que partout ailleurs, ce qu'on va toujours faire, c'est qu'on va faire des précommandes, des préventes si vous préférez, préventes pour évaluer le besoin des consommateurs. On peut avoir le meilleur produit au monde, vous pouvez être un ingénieur qui développe un truc incroyable, qui fait plein de fonctions. Si vous êtes tout seul dans votre cave à vouloir l'utiliser, ça ne sert à rien et ça ne vous rapportera pas de fric. Donc le concept de prévente, pre-selling en anglais, est vraiment très important. Si vous suivez les chaînes de Freedom Web Private University, Infopreneur Libre, vous avez remarqué que c'est ce qu'on fait toujours pour nos propres business et nos propres formations. On met un nouveau coaching, une nouvelle formation en pré-vente pendant un certain nombre de jours, ça peut être 10 jours, ça peut être 90 jours, suivant nos envies et nos besoins. Et on regarde combien de personnes commandent le produit et on réalise le produit seulement une fois que des gens ont commandé le produit. Alors que vous vouliez faire du dropshipping, que vous vouliez faire de l'infoprenariat, que vous vouliez lancer des formations dans le domaine de votre passion, que ce soit l'aviation, le train, les chiens, la pêche, la chasse, le sport, le fitness, n'importe quoi, faites toujours des préventes d'abord. Et une prévente, c'est très facile à faire, hein. Il vous suffit d'aller sur une marketplace et de publier votre produit. Une marketplace, ça peut être Facebook, comment ça s'appelle? Facebook Marketplace. Ça peut être un site comme Le Bon Coin ou Anibis. Le Bon Coin pour les Français, Anibis pour les Suisses. Ça peut être Facebook. Ça peut être d'autres plateformes, peu importe. Mais rien que ça suffit pour déjà évaluer s'il y a un minimum d'intérêt pour votre produit. Maintenant, ça c'est des bases que tout le monde connaît normalement. Aujourd'hui, on va parler des opportunités de marché et de l'analyse. Ensuite, on va parler de la taille du marché. Ensuite, on va parler des types de marché. Et ensuite, on va parler de technologie et de marché intérieur. Alors, pour la première partie, les opportunités de marché et l'analyse, quels sont les buts? En premier lieu, un des premiers buts,
c'est d'identifier les clients et les besoins du marché. Ensuite, de définir la taille du marché. Donc, identifier les clients, on parle aussi d'avatar client. Ça, c'est un élément important. C'est-à-dire, qui sont vos clients, qui sont vos prospects, à qui vous vendez ce que vous voulez vendre. Regardez, je vous donne 2 exemples ici. Donc, je fais absolument pas de pub et je suis absolument pas lié à ces marques. Mais si je vends ce parfum, est-ce qu'on voit bien? Oui. Chanel 5 Allure Sport pour hommes. Ou bien ce parfum, Hugo Boss. À qui est-ce que je vais vendre ce parfum? Est-ce que je vais m'adresser à des personnes jeunes, vieilles? De quelle tranche d'âge? Est-ce que je vais m'adresser à des hommes, à des femmes, à des riches, à des pauvres? À qui est-ce que je m'adresse quand je vends ces 2 parfums? Est-ce que je m'adresse aux mêmes personnes quand je vends ces parfums ou quand je vends ce Rubik's Cube? Ok, vous allez me dire c'est un peu exagéré. Comparer des Rubik's Cube à un parfum. Alors oui, il est tout cassé, mais il fonctionne toujours très bien, je vous rassure. Mettez-moi en commentaire si vous aimez jouer avec ce genre de gadget. Est-ce que je vais m'adresser aux mêmes personnes? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, il faut le définir. Qui est le prospect? Quel âge a le client? Comment il s'appelle? Où est-ce qu'il va acheter les différents éléments? Et pourquoi? Pourquoi il va préférer acheter un Rubik's Cube ou un parfum? Par exemple, si on parle des cadeaux de Noël, c'est un peu la période au moment où je tourne cette vidéo. Est-ce qu'on va offrir un Rubik's Cube ou un parfum? Quelle est la signification? Combien le prospect est prêt à dépenser? Parce que le Rubik's Cube ici, il coûte 2 €, quand il est en bon état bien sûr. Le parfum, ça coûte, je ne sais plus les prix, là c'est le petit format, là c'est aussi le petit format, mais en tout cas 40 ou 50 francs suisses, respectivement 40 ou 50 €. Je ne sais pas les prix exacts, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le même budget. On vise pas les mêmes personnes, et en tout cas pas au même moment, dans le même contexte. Et sur quel marché on va vendre? Le parfum va se vendre sur le marché du sexe et de la séduction. Le but du parfum, c'est de sentir bon, c'est de plaire, c'est d'être apprécié. Alors que le but du Rubik's Cube, c'est de jouer, c'est de s'amuser, c'est de passer le temps. À la limite, c'est de faire une surprise à un copain un peu matheux, mais dans ce cas-là, c'est possible qu'il en ait déjà un. Bref, c'est pas du tout la même personne à qui on va vendre le Rubik's Cube. C'est pourquoi on parlera dans un autre cours en détail de l'avatar client et de la manière d'identifier les clients plus les besoins du marché. La taille du marché, c'est combien de personnes, à combien de personnes on va pouvoir vendre ce parfum ou ce Rubik's Cube. Et ensuite, on va parler des compétiteurs, de la concurrence. Parce que là, typiquement, ces 2 marques sont 2 parfums plutôt classés luxe, mais Chanel Allure Sport Homme et Hugo Boss Intense visent peut-être les mêmes avatars, les mêmes clients, la même taille de marché, répondent aux mêmes besoins du marché, mais ils sont clairement en concurrence. C'est 2 marques différentes et sauf erreur de ma part, je n'ai pas vérifié, je vous demande pardon. Peut-être que c'est un grand groupe qui détient les 2 parfums, mais ça reste 2 gammes de produits différents, 2 marques différentes qui s'adressent à des prospects différents. Et qui sont, sauf si bien sûr, il faudrait que je vérifie, c'est un grand groupe qui détient les 2, mais qui sont probablement en concurrence. Et enfin, dernière question qu'on va se poser, quel est le potentiel de croissance? Est-ce qu'on va pouvoir en vendre, si on arrive peut-être à en vendre 1000 en cette fin d'année, ou 10 000, ou 1 million, c'est cool, mais est-ce qu'on va pouvoir en vendre davantage les années suivantes? Est-ce que c'est un business qui va se développer, ou est-ce qu'au contraire, on va vite arriver à la limite de notre marché, en termes de taille de marché? Pour répondre à cette question, on va se poser une première question, c'est la taille du marché total. En anglais, c'est Available Total Market. De toute façon, ce cours d'introduction à l'entrepreneuriat, on le fait en français et aussi en anglais, donc si vous préférez la version anglaise, probablement elle sortira dans les jours qui suivent. Mais voilà, et c'est important d'apprendre les mots anglais parce qu'ils reviennent souvent dans la littérature, y compris la littérature en français. Donc la taille du marché, c'est combien de personnes veulent vraiment le produit? Quelle est la largeur du marché? Est-ce qu'ils vont tous acheter? Combien d'unités on va pouvoir vendre? Et comment je peux trouver ces informations? Par exemple, via des études de marché chez Gartner, Goldman ou Morgan, Wall Street Analyst, etc., etc. Alors là, j'ai pris l'exemple de parfum ou de Rubik's Cube, mais c'est la même chose quand on parle d'infoproduits. Si vous voulez vendre des formations, des coachings, vous devez vous poser ces mêmes questions et pouvoir y répondre précisément. Alors je ne vais pas donner les réponses, ça n'aurait aucun sens, puisque les réponses pour le Rubik's Cube ne sont pas les mêmes que pour le parfum, et ne sont pas les mêmes
pour un PDF ou une formation ou un accompagnement, un coaching dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer dans l'infoprenariat. Mais vous devez réfléchir à ces problématiques, les écrire et lister les réponses, les arguments, etc. Donc une fois qu'on a compris le concept de taille de marché, on va regarder dans cette taille de marché, que je dessine toujours en rose, ce qu'on appelle le marché serviable. En anglais, Served Available Market. Served Available Market. Le marché que l'on peut servir. Parce que là, c'est le marché total en rose. Et en bleu, maintenant, j'ai mis le marché que l'on peut servir. Qu'est-ce que c'est les questions liées au marché qu'on peut séduire? Combien de personnes ont besoin, peuvent acheter le produit? Combien de personnes ont la monnaie, l'argent, le liquide pour acheter ce produit? Parce que c'est encore bien joli de vouloir un parfum pour Noël ou un Rubik's Cube, mais est-ce que vous avez les 2 euros pour le Rubik's Cube? Est-ce que vous avez les 50 euros pour le parfum? Disponible maintenant, sans devoir revendre votre maison. Est-ce que vous avez la liquidité? Vous voyez, la première question, ça parle du besoin du marché, de l'envie, alors que la taille du marché total, alors que le marché servable, c'est le marché qui peut immédiatement se procurer le bien. Donc on restreint si vous voulez, on a un gros espace dessiné en rose et ça devient un peu plus petit. À nouveau, on va se poser la question de combien d'unités on va vendre et où on peut trouver les informations. Donc pour le marché total, c'est plutôt les études de marché des grands groupes, les analyses, les tendances. Pour le marché servable, c'est par exemple les discussions, des relations avec vos clients, que ce soit au travers d'échanges via ManyChat, Messenger Bot, via email, ou simplement via téléphone, ou même dans la rue. Et en fait, dans ce marché bleu, on a encore une troisième imbrication. Donc on a toujours notre marché rose qui est le marché total atteignable, le marché bleu qui est le marché total servable. Et dans ce marché total servable, on a notre marché cible. J'ai écrit cible, C-I-B-L-E. Je sais que j'écris pas très bien, mais c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Et le marché cible, c'est ça, c'est ce qui nous intéresse nous. Parce que théoriquement, savoir la taille du marché, ok, c'est cool. Théoriquement, savoir quel est le marché servable, ça devient un peu plus concret. Ça nous permettra peut-être de faire des pronostics. Mais le marché cible, en anglais target market, le marché cible, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et pour répondre à qui est le marché cible, on va se poser des questions du style à qui est-ce que je vais vendre non seulement cette année, mais l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Combien précisément de clients ça représente? Est-ce que c'est 367, 228, 19, 46, 5 millions? Vous voyez, donner un chiffre concret. En général, pour ça, ça peut être dans le domaine de l'infoproduit, les gens qui ont donné leur email et qui sont inscrits à la newsletter et qui ouvrent tous vos mails et qui ont déjà fait des transactions supplémentaires comme cliquer pour avoir un bonus supplémentaire, qui ont peut-être déjà acheté un premier produit, etc. On va aussi se poser la question du marché cible, dans quelle mesure il est large en dollars, en euros, en francs suisses, peu importe quelle est votre monnaie. Si tout le monde achetait, combien ça me rapporterait? Et c'est là qu'on va voir déjà si l'idée, le projet, l'opportunité qui se présente à vous est intéressante financièrement ou pas du tout. Parce que si vous faites une formation ultra spécialisée comme nous on a essayé dans un domaine, le domaine des chemins de fer, et que vous réalisez qu'il n'y a pas 1 million de personnes, il n'y a même pas 100 000 personnes, ni 10 000 personnes, mais que 500 personnes qui vont vous acheter une formation, pour vous en sortir, il faudra vendre la formation un peu plus que 17 ou 27 euros. On est d'accord. Et comment on va trouver les informations concernant le marché cible? Je vous l'ai dit, c'est dans l'infopreneuriat, les gens qui sont inscrits à vos newsletters, qui sont dans vos bases de données et qui interagissent avec régulièrement, qui montrent de l'intérêt et qui ont déjà fait chauffer la carte bleue si possible ou qui sont prêts à le faire très rapidement. Pour déterminer ce marché cible, à nouveau, il n'y a pas de miracle, il faut parler aux clients potentiels, il faut identifier et parler aux partenaires aussi. Ça peut être par exemple faire de l'affiliation dans notre domaine de l'infopreneuriat. Et puis, il faut identifier et parler avec vos concurrents. Regardez combien vos concurrents vendent, de quels produits, etc. Si vous n'avez aucun concurrent qui vend le produit, soit vous êtes une start-up dans un marché novateur, mais en ce cas-là, vous n'êtes pas en train de faire de la vente, vous êtes en train de faire une exploration de business model, soit vous êtes dans un marché utopique qui n'existe pas. Et dans ce cas-là, il faut vraiment réfléchir si vous êtes sur la bonne piste ou pas. Ok, on va encore définir ce qu'est la segmentation. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce terme.
Qu'est-ce que c'est la segmentation? La segmentation, c'est identifier les groupes qui sont les plus probables, qui vont le plus probablement acheter. Donc je mets groupe ou sous-groupe qui vont probablement acheter. Cette notion de segmentation, elle est importante et on va y revenir, donc ne vous inquiétez pas si on ne va pas en profondeur aujourd'hui. Là, encore une fois, on est dans un simple cours d'introduction pour que vous puissiez acquérir le vocabulaire, comprendre les concepts de base. Bien sûr, nous, je vous fais un petit rappel comme ça, aussi pour les gens qui verront cette vidéo sur YouTube, si on la met sur YouTube. Chez Freedom Web Private University, notre modèle pédagogique, c'est le modèle de l'itération. Donc on présente un petit peu les concepts de manière débutante, pas approfondie, de manière vulgarisée. Ensuite, on approfondit un petit peu dans un cours suivant. Ensuite, on approfondit encore plus et on propose la mise en pratique au travers d'un plan d'action. Et on revient comme ça dessus, sous forme de cycles successifs. Notamment et surtout, ce que j'ai mis en bleu et en vert, ça représente la mise en pratique. Et ce que j'ai mis en rose, ça représente, et en orange, la théorie débutante, respectivement avancée. C'est notre technique en fait pour que les concepts s'imprègnent bien, que vous les mettiez en pratique et que ce ne soit pas juste une formation théorique qui vous sert à rien, mais une formation pratique qui va, on l'espère, à moyen terme, vous rapporter de l'argent et vous permettre de vivre en infopreneur libre. Donc on travaille par itération, donc on revient sur les concepts, c'est pour ça que dans le premier cours, on les introduit de manière simple, et dans les cours suivants, on ira plus en profondeur, et ensuite vous aurez des plans d'action pour mettre en pratique ces différents concepts dans vos projets, et ainsi de suite. Donc là, je referme ma petite parenthèse. Donc la segmentation, on va en fait trier les prospects, trier les gens du marché cible, les avatars clients qu'on a dans notre marché cible. On va les trier en fait par différents critères. Ça peut être le critère géographique. Où est-ce qu'ils habitent, vos clients cibles? Est-ce qu'ils sont en Suisse, en France? Est-ce qu'ils sont à Paris, en province? Est-ce qu'ils sont dans des petites villes, des villes moyennes comme Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Marseille? Ou est-ce qu'ils sont dans des plus petites villes comme Mulhouse, Lille, etc., etc. Démographique. Démographique, c'est en fonction de l'âge, du sexe, de l'ethnie aussi. On va également considérer les critères qu'on appelle psychographiques. Alors, les premiers, géographiques, démographiques, c'est très facile à obtenir. Vous pouvez simplement poser la question à vos prospects dans un formulaire. Vous demandez tout simplement d'entrer le prénom, le nom, l'adresse email et vous faites une liste déroulante. Et dans la liste déroulante, vous avez plein d'entrées avec les pays, avec les villes, etc. Et comme ça, vous pouvez connaître les critères géographiques de vos clients, de vos prospects. Démographique, c'est pareil. Vous pouvez demander avec des questions à choix multiples de donner la tranche d'âge. Est-ce qu'ils ont entre 5 et 20 ans? Est-ce qu'ils ont entre 20 et 25? Entre 25 et 30? Etc. etc. Psychographique, c'est déjà un peu plus dur en théorie à obtenir, puisque les variables psychographiques, c'est tout ce qui concerne les opinions, les pensées, les tendances politiques, philosophie de vie, les religions des clients. Mais en fait, si vous êtes un petit peu ingénieux, vous allez vite comprendre que ces données ont beaucoup de valeur, sont a priori moins publiques que les premières, qu'on peut même trouver sur les annuaires en ligne, alors que celles-là, on ne peut pas les trouver sur les annuaires publics en ligne. Mais ces données psychographiques, on peut les trouver où? On peut les trouver sur Facebook, Instagram, avec la notion de bouton j'aime, alors sauf pour les trolls absolus, mais les trois quarts des gens, quand ils mettent j'aime le parfum Hugo Boss, ils le pensent vraiment. Et donc du coup, vous pouvez trouver tout simplement avec Facebook, Instagram, mais aussi avec le système de publicité Google. Vous pouvez trouver les données psychographiques de vos clients, de vos prospects. D'où l'intérêt d'ouvrir un groupe Facebook, un Discord, etc., etc. Bon, Discord, vous n'aurez pas les données facilement, mais bref, de créer des communautés où les gens interagissent et où ils partagent leur centre d'intérêt. Et bien sûr, vous allez utiliser des moyens incitatifs pour les motiver en faisant des concours, par exemple. Et un peu parallèlement aux données psychographiques, on a ce qu'on appelle les données comportementales. Les données comportementales, c'est quelles sont les intentions d'achat, quelles sont les intentions, qu'est-ce que les prospects vont faire. Est-ce qu'ils sont là juste parce que vous leur filez plein de bonus gratuits? Ou est-ce qu'ils sont là parce qu'ils ont créé une relation avec vous? Est-ce qu'ils sont prêts à acheter tout ce que vous allez vendre ou pas? Comment ils se comportent au moment où il y a une landing page? Comment ils se comportent au moment où il y a une page de vente? Est-ce qu'ils lisent la page jusqu'au bout? Est-ce qu'ils cliquent rapidement ou pas sur le bouton acheter? Une fois arrivés à l'étape suivante, est-ce qu'ils vont cliquer sur l'upsell ou est-ce qu'ils vont ne pas le prendre, etc., etc. Tout ça, on va pouvoir l'analyser en traquant, en faisant du tracking sur nos pages de vente. Et quand je dis page de vente, c'est tout le processus de vente, y compris les upsells, les downsells, etc., etc.
ou si vous faites du e-commerce, les ajouts au panier, les abandons de panier, toutes ces choses-là. Donc c'est très important quand vous créez un business sur Internet, comme dans un business dans la vraie vie d'ailleurs, de répondre à toutes ces questions. Qui est votre avatar? Quelle est la taille du marché? Quelle est la taille du marché servable? Quelle est la taille du marché cible? Qui est dans le marché cible? Qui sont vos compétiteurs? Qui est votre concurrence? Quel est votre potentiel de croissance sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? Qui est votre avatar client? Ça, on reviendra dessus plus en détail. On aura tout un cours sur comment définir son avatar client, quels sont les besoins de votre marché, également quelle est la segmentation de votre marché, comment vos clients sont répartis en fonction des critères géographiques, démographiques, psychographiques et comportementaux. Donc vous voyez, c'est à la fois très théorique, et on reviendra sur ces notions, et à la fois c'est très pratique parce que ça va directement impacter vos résultats, vos ventes et votre chiffre d'affaires et donc vos bénéfices. Donc là, on a vu la première partie qui est la partie opportunité de marché et analyse. Comme je vous ai dit, c'est qu'une introduction. On va revenir sur toutes ces notions tout au long de la formation. Ensuite, on va voir maintenant, on a vu aussi la notion de taille de marché et un petit peu de type de marché, mais on va continuer de creuser tout ça. Et là, on va aussi revenir maintenant sur la partie taille du marché. Au passage, si vous réalisez que ces cours vous intéressent, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne louper aucun des prochains extraits gratuits qu'on va partager. Vous pouvez partager ça à un ami et vous pouvez bien sûr vous préinscrire à la formation Infopreneur Libre. Donc on fonctionne par préinscription et on fonctionne par classe. Donc tous les 6 mois en général, on ouvre une nouvelle classe. Parfois on n'ouvre pas pendant 1 ou 2 ans. Donc s'il y a des places ouvertes, profitez-en. Et une fois que vous êtes inscrit dans une classe, vous avez immédiatement accès à un certain nombre de contenus sous la forme de guides numériques, donc des textes à lire. Vous avez également quelques vidéos à voir, quelques cas pratiques et plans d'action à mettre en place. Et puis, quand on a une classe assez remplie, on démarre la formation à proprement parler. Donc pour les gens qui achètent en une fois, vous êtes dedans et vous n'avez plus qu'à attendre que le contenu arrive et suivre déjà le contenu qui est présent. Pour les gens qui payent en plusieurs paiements ou en mensualité, sachez qu'on a permis pour l'instant, il me semble, 12 et 24 fois, mais ça peut changer. Ok, donc on continue le cours et maintenant on va parler de la taille du marché. Alors, en ce qui concerne la taille du marché, on va pouvoir se poser différentes questions. Alors, je rappelle que ce cours est aussi disponible en anglais, donc si vous voulez avoir toutes les questions en détail, vous les aurez en anglais, vous pouvez les traduire après si vous parlez vraiment pas anglais avec Google Translate, et si vous parlez un peu anglais, ben c'est parfait. Donc on vous mettra le document dans l'espace membre pour ceux qui ont rejoint la formation complète avec toutes les questions. Là évidemment, j'écris pas forcément toutes les questions et tous les exemples que je donne, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc par rapport à la taille du marché, les questions principales qu'on va se poser, c'est quelle est la grandeur du marché et combien de prospects on peut avoir? Quel est le taux de croissance du marché? Est-ce que le marché double chaque année? Est-ce que le marché triple? Est-ce qu'il fait x 0,5, x 0,1 ou est-ce qu'il régresse? Et quelle est la structure du marché? Est-ce que c'est un marché mature, stabilisé, ou est-ce que c'est un marché en flux? Est-ce que c'est un marché en croissance ou en développement? Ça, on y reviendra dans un autre cours, rassurez-vous. Le plus important, encore une fois et toujours, c'est de parler aux clients, aux prospects. Donc si vous avez déjà des clients, c'est génial, appelez-les, offrez-leur un bonus en échange d'informations. Donc ça peut se faire au travers d'un formulaire de capture où vous dites via un email « Hey, vous avez acheté chez nous il y a 2 ans, merci beaucoup » ou il y a 6 mois ou il y a 2 semaines, peu importe. Si vous répondez à une dizaine de questions, on vous offre en plus et là vous avez un super bonus à proposer et vous verrez, les gens vont vous répondre. Donc parlez aux clients et si vous n'avez pas encore de clients, parlez à vos prospects. Et là aussi, vous pouvez le faire au travers d'un bonus gratuit pour inciter les gens à vous donner des réponses construites. Parce que personne ne va prendre un quart d'heure, une demi-heure de son temps pour répondre à vos questions. Les gens s'en foutent en fait de votre projet d'entreprise, de votre projet d'infoprenariat et de votre liberté. Mais vous voulez y arriver. Donc pour y arriver, vous allez créer des bonus, créer des cadeaux. Pourquoi pas si vous n'avez rien du tout, vous n'avez pas encore créé de produit, vous pouvez offrir un coaching. Le coaching, c'est le meilleur truc pour ce genre de choses. Parce que quand vous faites des coachings, non seulement vous aidez vos clients gratos, ils vont être tout contents, vos prospects, vos futurs clients gratos, mais en plus, le coaching va vous permettre de recueillir beaucoup d'informations et de comprendre les besoins de vos clients. Nous, nos cours qu'on donne ici chez Freedom Web Private University, pour la partie francophone, mais également dans les parties dans les autres langues, c'est basé beaucoup sur des coachings qu'on a fait dans le passé. Les gens nous ont dit, en fait, tout le monde parle d'entrepreneuriat, mais personne ne nous a vraiment expliqué comment entreprendre. Les concepts, là, ce cours, par exemple, qui est un cours
global, général, introductif et simple sur l'entrepreneuriat. Beaucoup de nos clients nous ont dit qu'ils n'avaient jamais assisté à un cours comme ça et qu'il leur manquait des bases et qu'après ils arrivaient soit chez d'autres formateurs qui allaient trop loin et trop vite. Les formations étaient bonnes, il n'y avait pas de souci, mais ils allaient trop loin et trop vite et du coup c'était inexploitable. Soit ils étaient perdus, ils ne comprenaient pas tout, ils n'avaient pas la logique économique entrepreneuriale de base. Et sans cette logique, vous pouvez essayer, mais vous risquez fort de vous casser la figure ou d'arriver à des situations où vous développez un super produit tout seul dans votre cave, mais personne n'en veut. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps d'analyser votre marché. Donc c'est vraiment très important et un moyen très simple de mettre ça en place, c'est de faire des coachings. Ça peut être des coachings par email, des coachings téléphoniques, des coachings via Zoom, via Skype, ce que vous voulez. Donc ça c'est le plus important. Ensuite, un autre élément important que vous pouvez faire, c'est de regarder, encore une fois, vos concurrents directs, et regardez la taille de leur marché à eux. Alors, c'est des informations qui ne vont pas vous donner facilement, mais vous pouvez utiliser des hacks. Vous pouvez vous faire passer pour un étudiant d'école de commerce qui fait un exposé sur le business, peut-être ça peut marcher. Vous pouvez également acheter chez le concurrent. Nous, on a acheté des formations de tous nos concurrents. Bon, nous, on avait un gros budget, donc on a pu se permettre de dépenser beaucoup. On a acheté des formations dans tous les concurrents dans le web marketing francophone et anglophone. Et on s'est dit, ok, ça, ils font comme ça. Ah ouais, ça, c'est intéressant. Attention, on copie jamais nos concurrents, mais on s'inspire, on regarde ce qui marche chez eux. Et on le voit très bien, parce qu'une fois que vous achetez une formation, vous recevez les emails automatiques. Si le formateur a créé un groupe Facebook, vous êtes intégré au groupe Facebook, vous pouvez discuter avec les autres membres, etc. Donc, vous pouvez analyser vos concurrents directs de cette manière-là. Bien sûr, ça dépend des marchés. Si c'est des marchés comme le parfum, etc., vous pourrez aussi aller vous renseigner auprès de magazines spécialisés ou de sociétés d'audit, de gestion, de conseils. Mais dans l'infopreneuriat, il n'y aura malheureusement pas ces données. Et quand bien même elles existeraient, je ne suis pas sûr qu'elles seraient forcément pertinentes et fiables. Mais évidemment, suivant les produits, je vais les mentionner, il y a Forster, Gartner, Xerfi, etc., etc. Maintenant qu'on a introduit, je dis bien introduit, les notions d'opportunité de marché, d'analyse, de taille de marché, on va introduire les notions de type de marché. Alors, les types de marché, on a plusieurs types de marchés. On a les marchés existants, on a les marchés resegmentés. Bon, là, c'est évident, existing, resegmented. On a les nouveaux marchés et on a les marchés clones. New market, clone market. Alors les marchés existants, l'avantage c'est que c'est rapide et mieux parce qu'on sait que ça va marcher. Je l'ai écrit en anglais faster, mais rapide en fait je voulais écrire. Rapide et mieux dans le sens que c'est plus efficace de faire des ventes. Par contre, le gros désavantage d'un marché existant, c'est que c'est difficile parce qu'il y a forcément déjà beaucoup de concurrence. Mais la concurrence en soi n'est pas mauvaise, ça montre bien que le marché existe, que c'est possible de gagner de l'argent. Dites-vous toujours que, ah tiens, si lui il réussit, pourquoi pas moi? Après, justement, il faut se poser cette question, pourquoi pas moi? Et pour répondre à cette question, il faut avoir des atouts. On parlera des matrices SWOT très connues. Strength, Weakness, Threat, Opportunities. En français, force, faiblesse, menace et opportunité. Pour les marchés resegmentés, on trouvera les marchés de niche. Par exemple, Stan Leloup, tout le monde connaît, de Marketing Mania sur YouTube. Il se présente, en tout cas au début, maintenant je pense que ça a un peu évolué, comme le maniaque des conversions. C'est-à-dire qu'il parle de marketing, mais pas de marketing général comme nous, mais il parle précisément des conversions. Ok, vous avez des clients, comment vous allez augmenter votre taux de conversion? Comment vous allez faire pour passer de 32 à 33% de taux de conversion? C'est un peu ça son dada, en tout cas à l'époque. Et du coup, c'est comme ça qu'il se présente. Un marché de niche, c'est un marché resegmenté. Par exemple, vous pouvez faire aussi du marché resegmenté avec les marques, jouer sur les marques. Ça, c'est un marché resegmenté. On est dans le marché du parfum et on va parler de Hugo Boss, ou on va parler de Chanel 5 Allure, etc., etc. Ensuite, il y a les marchés, en anglais cheaper, ça veut dire les marchés à moindre prix, les marchés discounter, mais ça aussi c'est un mot anglais. J'essayais de chercher un mot français pour dire ça, discounter, cheaper, à bas prix, bas de gamme, voilà. En Suisse par exemple, on a à Migros la fameuse marque Migros Budget, chez Coop prix garanti. En France, je crois qu'il y a la gamme Eco Plus, je ne sais plus dans quel supermarché. En Allemagne, il y a une marque sans nom en fait qui porte la marque du magasin par exemple, etc., etc. Donc ça peut être une manière de resegmenter un marché, c'est de vendre du bas de gamme ou au contraire de vendre du luxe. Le problème du bas de gamme, c'est que vos marges sont très petites, donc vous allez vous faire très peu d'argent.
À l'inverse, le luxe, s'il est bien fait, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent parce que les marges sont plus élevées, surtout dans l'infopreneuriat. C'est pour ça que beaucoup d'infopreneurs qui donnent des cours comme nous disparaissent au bout de 1 ou 2 ans et se réorientent vers le coaching privé parce que le coaching de luxe, une fois qu'ils ont prouvé leur expertise, leur rapporte beaucoup plus que de donner des cours comme nous on fait. Nous, on donne des cours par passion. C'est ça qui nous différencie. Mais quand vous voyez nos amis, le gang des Ferrari Piscine, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo La vérité sur l'infopreneuriat, je vous la mettrai dans la description. Vous pourrez cliquer, je vous la mettrai à la fin. Nous, on se différencie par la passion. On a la passion du marketing, de l'économie, de l'entrepreneuriat et on enseigne notre passion. Et on se différencie aussi par le fait qu'on crée des cours qui sont pertinents pour tout le monde, y compris pour les débutants, qui sont pertinents pour tout le monde. Si vous êtes débutant, vous êtes le bienvenu, vous allez tout comprendre. On fait exprès justement dans des cours comme aujourd'hui de partir de la base lentement. Et si vous êtes quelqu'un qui est déjà un peu expérimenté, qui a déjà un peu de connaissances, chez nous, vous allez pouvoir consolider votre savoir théorique et pratique et passer à l'action. On veut être là pour vous donner non seulement des cours théoriques comme celui-ci, mais également le déclic qui vous fait avancer et réussir votre projet. Alors dans les marchés nouveaux, on a par exemple tout ce qui est, un exemple concret, tout ce qui est SaaS, Software as a Service, mais vous pouvez remplacer par Movie as a Service, Car as a Service, donc logiciel en tant que service, par abonnement si vous préférez, voiture par abonnement, film par abonnement, donc par exemple Netflix, Disney+, etc. C'est des marchés nouveaux, enfin relativement nouveaux, ça dépend quand vous regarderez la vidéo, mais c'est des marchés qui n'existaient pas il y a 10, 15, 20 ans. Un marché nouveau, ça peut aussi être un marché qui n'existait pas il y a 6 mois, mais ça peut aussi être un marché qui n'existait pas il y a 5 ans. Ce qu'on fait nous, donner 80% de nos cours gratuitement sur nos sites web et un petit peu sur YouTube et Facebook aussi, et vendre une petite partie. C'est pas nouveau en tant que tel comme business model, mais c'est relativement nouveau par rapport aux écoles de commerce, aux universités classiques qui font venir les gens en présentiel, qui leur font signer pour un cursus complet avec des règles d'admission. Il faut avoir tel ou tel diplôme pour être admis à l'entrée, par exemple le fameux baccalauréat, respectivement la maturité suisse. Chez nous, en fait, on s'en fiche. Vous suivez des cours équivalents aux cours d'école de commerce. Alors, encore une fois, là, on est dans un cours débutant. Vous iriez dans une école de commerce, le premier cours, il ressemblerait beaucoup à celui-ci. La différence, c'est qu'ils exigeraient de vous plein de conditions. Chez nous, vous avez simplement à cliquer sur notre site et vous pouvez voir la première partie du cours gratuite et la deuxième partie en général qui est comprise dans la formation Infopreneur Libre. Mais vous n'avez pas besoin de faire un diplôme préalable, de passer des examens d'entrée, de signer un contrat, de voir le directeur, etc., etc. Donc c'est une manière de créer de la nouveauté. Donc dans votre marché à vous, dans votre domaine, que ce soit le parfum, les Rubik's Cube, que ce soit l'aviation, la séduction, un sport que vous voulez enseigner, le volley, le badminton, réfléchissez si vous avez un moyen de trouver un type de marché nouveau et une manière nouvelle de créer de la valeur et d'apporter de la valeur à vos prospects et à vos clients. Donc après, il y a tout ce qui est innovation, start-up. Là, vous créez carrément des nouveaux business models. Exemple, Uber. Et les marchés clones, en fait, c'est simplement, vous allez identifier un marché dans un autre pays, par exemple. Je vais mettre international. Et vous allez copier. À condition, bien sûr, que ça s'adapte. Déjà, vous allez copier, entendons-nous, copier de manière légale. Donc, vous allez vous inspirer. Vous n'allez pas copier. Vous allez inspirer, reproduire ce qui marche, mais sans voler la propriété intellectuelle des autres, y compris à l'international. Un des formateurs du web, je ne sais plus son nom maintenant, si je le retrouve, je vous dirai, il dit toujours... C'est pas parce que vous êtes petit, caché au fin fond de l'Auvergne que vous n'allez pas vous faire choper. Donc vous copiez personne, on se comprend bien. Vous allez imiter, vous allez vous inspirer, mais légalement. Vous allez créer vos propres produits, vos propres pages de vente, vos propres marques, etc., etc. Mais un moyen, un marché, c'est de regarder ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, en Suède, en Norvège, dans les pays de l'Est, qui contrairement aux idées reçues, surtout ceux du Nord-Est, sont très développés, parfois plus développés que la France et la Suisse. Vous allez regarder aussi, et après bien sûr il faut l'adapter aux coutumes locales. Je vous donne un exemple, le marché motivateur, le marché des motivational speakers, par exemple les conférenciers motivateurs, encourageants, je ne sais pas comment traduire ça en français, s'inspire beaucoup des marchés américains. En France ça commence à se développer, et on adhère tout à fait à ces discours, mais tous les gens qui vous disent l'échec est un diplôme, échouer c'est pas grave, c'est quelque chose qui est nouveau en francophonie depuis quelques années, qui se développe très vite, et en fait c'est nouveau pour nous, mais en réalité si on observe le marché mondial, c'est simplement un clone du marché américain. Là, pour le coup, c'est un clonage plutôt
plutôt positif quand c'est bien fait, parce qu'évidemment il y a plein de coachs qui sont des charlatans, mais on va pas entrer dans les détails. Encore une fois, allez regarder notre vidéo La vérité sur l'infoprenariat. Je crois qu'elle s'appelle Infoprenariat, mensonge, vérité. On vous la mettra tout à la fin, ça vaut vraiment la peine et vous comprendrez notre philosophie si jamais vous nous découvrez aujourd'hui. Marché clone, vous pouvez également imiter un marché dans un tout autre domaine. Par exemple, vous avez remarqué un savoir, des compétences dans le domaine de l'architecture, du génie civil, par exemple l'organisation, des conduites d'électricité, des conduites d'eau, etc. Et vous le mettez vous le copiez, vous l'imitez dans le domaine de l'informatique pour organiser les communications entre logiciels. Je ne vais pas entrer dans le détail technique, mais on fait ce qu'on appelle de l'architecture logicielle et ça porte bien son nom, c'est vraiment de l'urbanisme, de l'architecture. On va essayer d'améliorer l'interopérabilité des logiciels en s'inspirant des techniques qui existent dans le génie civil et dans l'architecture et dans l'ingénierie classique. Donc trouver des savoirs, des compétences dans un domaine différent que le vôtre et les imiter, vous en inspirer pour les transposer dans votre domaine à vous. Voilà une autre manière d'être dans ce qu'on appelle un marché clone. Enfin, dernier élément du cours d'aujourd'hui, on va parler technologie et du marché intérieur. Donc en fait, on va différencier l'aspect technologique et l'aspect marché en fait. Donc l'aspect technologique, on va se baser sur la loi de Moore par exemple. C'est qu'un exemple qui dit que la puissance informatique des transistors double tous les 18 mois. Et donc forcément, les capacités de vos appareils privés comme smartphones, ordinateurs, mais également des appareils industriels vont doubler tous les 18 mois et donc vont pouvoir traiter toujours plus de données, des données toujours plus complexes, modéliser des domaines complexes comme l'aérospatiale, la biotechnologie, tout ce qui concerne l'ADN par exemple, qui demande beaucoup de ressources informatiques, tout ce qui concerne également la prédiction dans le domaine économique ou météorologique, etc. Donc on peut aussi se baser sur les nouvelles découvertes scientifiques. Toutefois, il faut savoir qu'entre le moment de la découverte et le moment de la mise sur le marché d'un produit, on peut prendre par exemple, vu que ça fait polémique au moment où je tourne la vidéo, toute la question des vaccins. Alors là, on a un vaccin magique créé en 6 mois, mais dans le processus normal des choses, un vaccin, ça prend 10 ans entre la découverte de la maladie, la découverte des potentiels moyens de remédier à la maladie et la mise en place d'un vaccin, ça prend en général 10 ans. Donc les nouvelles découvertes scientifiques, pourquoi pas, mais se baser uniquement là-dessus, c'est risqué dans le sens que c'est long, très long. Cette approche orientée par la technologie, on le retrouve dans l'industrie du hardware, par exemple construire de nouvelles consoles de jeux, de nouveaux ordinateurs, de nouveaux smartphones, mais également des gadgets connectés. Par exemple, le smartphone a fait apparaître la perche à selfie. Avant, on se prenait déjà en photo, mais on posait un appareil photo, on mettait le retardateur en marche, et on s'éloignait, et au bout de 10 secondes, ça prenait la photo. Une fois que le smartphone a été inventé et démocratisé, un élément qui est apparu relativement rapidement, mais qui est basé sur une approche technologique, même si en tant que tel c'est juste un bout de bois, c'est la perche à selfie, qui vous permet de prendre une photo un petit peu plus éloignée de vous. Mais concrètement, ça remplace le retardateur de l'appareil photo. Donc, quand on parle de technologie, bien sûr, on peut penser à des trucs très complexes, comme les vaccins, les machines, etc., les ordinateurs, mais on peut aussi penser à des trucs tout simples, comme des gadgets du quotidien. Pareil, le simple fait que les moteurs électriques soient miniatures, on peut facilement créer des brosses à dents électriques, ce qui n'aurait pas été possible, ou pas facile en tout cas, dans les années 1950. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est biotechnologie, donc ça on va pas entrer dedans, mais vous vous en doutez bien, c'est clairement lié à la recherche scientifique et à l'évolution technologique. Et puis, en parallèle à ça, on a tout ce qui est orienté marché, donc soit connaissance de la technologie, c'est ça que je voulais dire par intérieur. En fait, c'est parce qu'en anglais, on dit insight, à l'intérieur de, mais en fait, en français, on devrait dire orienté. Marché orienté technologie, on va changer ça. Orienté technologie ou orienté marché. Donc, quand on prend un point de vue orienté marché, on va par exemple pouvoir disrupter la chaîne de valeur. Donc là, typiquement, c'est l'exemple classique de Uber avec les taxis. Qu'est-ce qui fait la valeur dans le monde du transport de personnes ? En fait, ce qui fait la valeur, c'est que la personne aille d'un point A à un point B. C'est pas tellement que le conducteur de taxi ait un diplôme, une licence, 15 ans d'expérience, qui connaisse par cœur les rues de Paris ou de Londres, ça on s'en fout, puisque maintenant avec un simple smartphone, vous pouvez, même si vous connaissez pas du tout Londres ou Paris, vous orienter très facilement, y compris faire attention aux sens interdits, etc., etc. Donc, disrupter la chaîne de valeur, c'est découper, analyser, réfléchir à la chaîne de valeur, au marché également, on est en plein dedans, et se dire, tiens, comment on pourrait apporter un même service, ou encore mieux, un service de meilleure qualité, tout en simplifiant le processus, ou en le renouvelant, ou en innovant, en renouvelant le processus, en le réalisant d'une autre manière, etc. L'aspect marché, il y a tout ce qui concerne aussi la dérégulation.
Donc les évolutions des mœurs, par exemple, les évolutions sociétales, économiques, politiques, peuvent être des sources d'inspiration pour vous aider à créer des business et réfléchir à des études de marché en partant de l'orientation marché. Et donc lié à ça, et je viens de le dire, de l'aborder, tout ce qui est le changement, notamment dans la manière dont les gens vivent leur vie. Par exemple, en ce moment très précis, un des gros changements, c'est que les gens ont enfin compris, nous ça fait 10 ans qu'on l'annonce sur nos différents blogs, mais les gens comprennent enfin qu'on peut faire beaucoup de choses depuis la maison. Notamment, on peut travailler depuis la maison dans 90% des jobs. Les seuls jobs où on ne peut pas travailler à la maison, c'est les jobs de sécurité, de production d'énergie, comme l'énergie électrique, les centrales nucléaires, de transport évidemment, et d'hospitalisation, là où ça nécessite de grosses infrastructures. Mais il y a beaucoup de jobs qu'on peut faire à la maison. Une consultation médicale pour renouveler votre ordonnance, pour votre, je sais pas, admettons que vous avez un médicament contre une maladie qui est bien connue et traitée de manière régulière, Parkinson, Alzheimer, etc. Ça ne nécessite pas de voir votre généraliste ou votre spécialiste toutes les 2 semaines. Une fois sur 2, vous pouvez faire la consultation par Zoom à la maison, ça ira très bien. Et votre médecin pourra très bien évaluer si vous devez continuer à prendre la même dose ou plus ou moins, ou carrément supprimer le médicament. Bon, là, c'était 2 maladies dégénératives, donc c'était pas un bon exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de consultations qui peuvent se faire à distance. Et bientôt, on aura même des scanners dans nos tablettes et téléphones portables, et du coup, vous n'aurez même plus besoin, si vous vous blessez en courant, par exemple, en faisant votre jogging, vous pourrez faire un premier scanner directement à domicile, l'envoyer à votre médecin. Ça sera traité par une intelligence artificielle qui vous dira si vous avez besoin d'aller consulter un médecin physiquement ou si simplement le fait de mettre un bandage, un petit peu de Voltaren Dolo ou je ne sais pas quelle autre marque est suffisant, plus 3 jours de repos et vous remarchez. Bref, c'est des évolutions sociétaux, technologiques et dans la manière de vivre la vie qui permettent de créer de nouveaux business. Donc toutes les choses qui concernent la manière dont les gens vivent leur vie, la manière dont les gens interagissent entre eux. Je vous donne un exemple très concret. Les personnes qu'on appelle les boomers, les vieux, sont encore très attachées au téléphone. Pour visiter un appartement, il faut absolument téléphoner. Alors qu'en fait, un rendez-vous peut être pris par SMS, par email, par WhatsApp. Pour beaucoup de tâches concrètes, que ce soit de la vie quotidienne privée ou de la vie professionnelle, on peut le faire de manière numérique très rapidement, plus que par les anciennes pratiques synchrones et analogiques. Alors bien sûr, on ira plus en détail dans ces notions. Là, comme je vous disais, c'était qu'une petite introduction aux opportunités de marché, à l'analyse du marché, à la taille du marché, au type de marché, aux technologies et marché intérieur. Je vous rappelle qu'on a les notes qui sont disponibles en anglais avec tout le détail, les questions, dans l'espace membre de la formation Infopreneur Libre. Ok, la prochaine fois, on verra les 4 P, l'analyse SWOT, ça c'est des trucs classiques qu'on trouve facilement sur Internet, et on verra surtout qu'est-ce qui fait, quels sont les éléments pour créer ou développer une entreprise à succès. Vous ne voulez pas manquer la prochaine séance, donc pensez à nous rejoindre dans la prochaine classe